Je suis Marguerite, j'ai 83 ans et personne ne m'avait prévenu de ça. Je me suis réveillée à 5h30 ce matin. Pas parce que je le voulais, pas parce que quelque chose m'a réveillée. Parce que c'est quand mon corps décide que la journée commence maintenant. Chaque jour, j'avais l'habitude de lutter contre ça. Je mettais des réveils pour 7 heures. Je restais au lit à essayer de me rendormir. Je me sentais comme si quelque chose n'allait pas chez moi. Il m'a fallu 2 ans pour réaliser que rien n'allait mal. Tout avait juste changé. J'ai 83 ans. Et il y a des choses qui arrivent à cet âge, des choses dont personne ne vous parle. Ni votre médecin, ni vos enfants, ni même les amis qui y sont déjà. Des choses qui ressemblent à des problèmes jusqu'à ce que vous compreniez qu'elles sont justes, différentes. Et une fois que vous arrêtez de lutter contre elles, une fois que vous acceptez que c'est comme ça que la vie fonctionne maintenant, tout devient plus facile. Pas mieux nécessairement. Pas pire non plus. Juste différent d'une façon qui compte. Je veux vous parler de ces choses. Les changements qui me sont arrivés autour de 80 ans. Ceux que je n'ai pas vus venir. Pas parce que j'ai des réponses, mais parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise. J'aurais aimé que quelqu'un dise « c'est normal, c'est ce qui arrive ». Et c'est bien. La première chose a commencé si graduellement que je n'ai pas remarqué que ça arrivait. J'avais toujours été une personne du soir. Je restais éveillée à lire jusqu'à 10 heures, parfois 11. Je dormais jusqu'à 7 ou 8 heures du matin. C'était mon rythme. Ça l'avait été pendant 60 ans. Et puis, quelque part autour de 81 ans, ça a commencé à changer. J'étais assise sur le canapé à 20h30, regardant la télévision, et mes yeux commençaient à se fermer. Pas fatiguée exactement, juste finir. À 21h, je ne pouvais plus les garder ouverts. Au début, j'ai pensé que j'étais malade ou déprimée. Quelque chose devait aller mal. Parce que les gens ne vont pas se coucher à 9h du soir à moins que quelque chose n'aille pas chez eux. Mais ensuite, je me réveillais à 5h ou 5h30, complètement alerte, prête pour la journée. Et je restais allongée là dans le noir, frustrée, pensant « c'est ridicule, il est trop tôt ». J'ai tout essayé pour me rendormir. La méditation, le lait chaud, des somnifères qui me laissaient groggy mais ne me gardaient pas vraiment endormie. Rien ne marchait. J'en ai parlé à mon médecin lors d'un bilan. Je lui ai dit que je n'arrivais plus à dormir normalement. Elle m'a demandé ce que je voulais dire par normalement. Je me couche trop tôt. Je me réveille trop tôt. Quelque chose ne va pas. Elle a regardé mon dossier, m'a regardé. Madame Dubois, vous avez 81 ans. Votre rythme circadien s'est décalé. C'est complètement normal. Donc je suis censée juste me coucher à 9h? Si c'est quand votre corps est fatigué, oui. Je ne l'ai pas cru. Pas vraiment. Parce que se coucher à 9h ressemblait à abandonner, à devenir vieille d'une façon que je ne voulais pas accepter. Alors j'ai continué à lutter, me forçant à rester éveillée jusqu'à 10h, me sentant misérable le matin, jusqu'à un jour où j'ai juste arrêté. C'était un mardi. Rien de spécial. J'étais fatiguée à 20h30. Et au lieu de lutter, je suis allée me coucher. Je me suis réveillée à 5h30, plus reposée que je ne l'avais été depuis des mois. Et j'ai pensé, et si c'était juste comme ça que ça marche maintenant? J'ai commencé à faire attention, vraiment attention. Et j'ai remarqué quelque chose. Mon énergie n'était pas seulement décalée plus tôt, elle était différente tout au long de la journée. Les matins, je me sentais vive, alerte, comme si mon cerveau fonctionnait à pleine capacité. Vers 14h, je heurtais un mur. Pas somnolente, juste finir. Mon cerveau semblait flou. Des tâches qui avaient été faciles le matin semblaient impossibles. Et le soir, j'étais terminée. Complètement. Ça va sembler ridicule, mais j'ai commencé à me traiter comme si j'étais sur un horaire différent du reste du monde. Je faisais toutes mes choses importantes le matin. Payer les factures, passer des coupes de fil, tout ce qui demandait de réfléchir. Les après-midi étaient pour les tâches simples, plier le linge, regarder la télévision, des choses qui ne demandaient pas beaucoup de capacité cérébrale. Et les soirées étaient pour ralentir. Lire des livres légers, m'asseoir sur le perron,
À 21h, j'allais me coucher sans culpabilité. Ça a tout changé. Pas parce que j'avais plus d'énergie, ce n'était pas le cas, mais parce que j'ai arrêté de gaspiller de l'énergie à lutter contre mon propre corps. J'ai arrêté de me sentir comme si quelque chose n'allait pas chez moi. Arrêté de me comparer à comment j'étais avant. J'ai commencé à accepter que c'est comme ça que je fonctionne maintenant, et à travailler avec au lieu de contre. Emma a remarqué avant que je ne dise quoi que ce soit. On rentrait de l'école à pied un après-midi et elle a dit « Vous êtes différente le matin. » Différente comment? Plus heureuse? Vous parlez plus? Elle avait raison. Les matins, j'étais présente, engagée. L'après-midi, je faisais juste les gestes. « Vous n'aimez pas les après-midi » a-t-elle demandé. « Je les aime bien. Je suis juste fatiguée à ce moment-là. »« Moi aussi » a-t-elle dit. Après le déjeuner, je ne veux rien faire de difficile. Et j'ai pensé, même les enfants de 8 ans comprennent ça mieux que moi. C'était la première chose, le changement d'énergie. L'acceptation que mon corps fonctionne sur une horloge différente maintenant, que les matins sont pour vivre et les soirées sont pour se reposer. Que se coucher à 9h ne me rend pas vieille. Ça me rend juste 83. Mais le changement d'énergie n'était que le début, parce que la deuxième chose qui est arrivée était plus difficile à accepter, et ça a fait mal d'une façon que je n'attendais pas. J'ai perdu des amis, pas à cause de la mort, même si ça aussi s'est arrivé, mais à cause de la distance, les circonstances, l'effacement lent des relations qui comptaient avant. Ça a commencé avec le club de lecture. J'en faisais partie depuis 15 ans, le même groupe de femmes se réunissant mensuellement. On lisait des livres, on buvait du café, on parlait de nos vies. C'était important pour moi, une constante dans une vie qui avait tellement changé. Mais autour de 80 ans, j'ai commencé à remarquer que je n'en profitais plus, pas à cause des livres ou des femmes, mais parce que j'étais épuisée au moment où on se réunissait. Le club de lecture était à 19h. À 19h, j'étais finie. Je voulais être en pyjama, en train de me préparer pour me coucher. Au lieu de ça, je traversais la ville en voiture, me forçant à être sociale alors que tout ce que je voulais était le calme. J'ai continué à y aller quand même, parce que c'est ce qu'on fait. On se montre pour les choses. On ne laisse pas tomber les gens. Mais j'ai commencé à le redouter. Les réunions ressemblaient à des obligations au lieu de plaisir. Et puis un mois, je n'y suis juste pas allée. Je me suis dit que j'étais trop fatiguée, que j'irais à la prochaine. Mais je n'y suis pas allée. Et le mois d'après non plus. Finalement, une des femmes a appelé. « Marguerite, tu nous as manqué. Tu vas bien ?»« Je vais bien. Juste fatiguée ces derniers temps. »« Eh bien, on aimerait te voir. Viens à la prochaine réunion. »« Je vais essayer. » Mais je ne l'ai pas fait. Et lentement, au fil des mois, ces amitiés se sont estompées. Pas dramatiquement, pas de dispute. Juste de la distance. Elles ont arrêté d'appeler. J'ai arrêté de me sentir coupable de ne pas y aller. Et un jour, j'ai réalisé que ça ne me manquait plus. Ça aurait dû ressembler à une perte. Et peut-être que ça l'était. Mais ça ressemblait aussi à du soulagement, parce que la vérité que je ne voulais pas admettre était celle-ci. Je ne voulais pas dépenser mon énergie limitée pour des choses qui ne me nourrissaient plus. À peu près au même moment, j'ai commencé à remarquer autre chose. Les gens avec qui je voulais vraiment passer du temps n'étaient pas ceux que je connaissais depuis le plus longtemps. C'étaient ceux qui comprenaient où j'en étais maintenant. Sarah est devenue plus importante que des amis que j'avais depuis des décennies, pas parce qu'elle était plus jeune, mais parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois quelqu'un que je n'étais plus. Elle se fichait que je me couche à 9h, ne demandait pas pourquoi je n'allais plus au club de lecture. Elle passait juste avec de la soupe parfois, s'asseyait sur mon perron, parlait ou ne parlait pas. Ça comptait plus que n'importe quel club de lecture. J'ai beaucoup réfléchi à ça, à comment les amitiés changent, à comment les gens qui comptent à 40 ans ne sont pas toujours les gens qui comptent à 80. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais parce que la vie nous emmène à des endroits différents, et parfois ces endroits ne se chevauchent plus. Ma sœur Jeanne a appelé un dimanche. On ne se parle pas souvent, mais quand on le fait, c'est facile. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit. « Différente comment ? Je ne sais pas.
Plus légère peut-être. J'ai réfléchi à comment lâcher les obligations que je ne voulais pas avait fait de la place pour les choses que je voulais. J'ai arrêté d'aller au club de lecture, ai-je dit. Celui où tu allais depuis toujours? Oui. Pourquoi? Ça ne correspondait plus. Elle était silencieuse un moment. Puis, tant mieux pour toi, tant mieux pour moi. Comme si c'était courageux au lieu de paresseux. Comme si me choisir moi-même était quelque chose dont je pouvais être fière. Peut-être que ça l'était. La deuxième chose donc concernait les gens. Les relations qui changent d'une façon que je n'attendais pas. Les amitiés qui s'estompent, non pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal, mais parce que la vie nous avait emmenés à des endroits différents. Apprendre que c'est bien de lâcher prise, qu'on n'a pas à continuer à se montrer pour des choses qui nous vident juste parce qu'on l'a toujours fait, que parfois la chose la plus gentille qu'on puisse faire pour soi et pour les autres est d'être honnête sur ce pourquoi on a de l'énergie et ce pourquoi on n'en a pas. J'ai moins d'amis maintenant que j'en avais à 70, moins d'engagement, moins d'obligations. Mais les relations que j'ai, elles sont vraies, elles me nourrissent au lieu de me vider. Et ça ressemble exactement à ce dont j'ai besoin. La troisième chose est arrivée un jeudi matin en octobre. Je faisais du café quand j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais pensé à l'avenir. Pas de façon triste, pas de façon résignée. Je n'y pensais juste, plus, pas à l'année prochaine, ni à dans 5 ans. Je pensais à aujourd'hui, peut-être demain, parfois la semaine prochaine. Mais l'avenir, le vrai avenir, avait cessé de sembler réel. Ça a commencé après la mort de ma voisine, Hélène. Elle vivait 3 maisons plus loin. On n'était pas proches, mais on se connaissait depuis 20 ans. On se faisait signe depuis nos allées. On parlait du temps qu'il faisait. Elle avait 86 ans. En bonne santé autant que je sache. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Crise cardiaque. Partie en un jour. Je suis allée à l'enterrement. Je me suis assise au fond. J'ai écouté ses enfants parler de sa vie. Et tout ce à quoi je pouvais penser était « ça pourrait être moi ». Demain, la semaine prochaine. Pas de façon effrayante. Juste vrai. La distance entre vivante et pas vivante était devenue très petite. Fine comme du papier. Après ça, j'ai remarqué que j'avais arrêté de faire des projets à long terme. J'avais l'habitude de penser à des choses que je ferais un jour, des endroits que je visiterais, des projets que je commencerais. Maintenant, un jour ressemblait à un mensonge. Pas parce que j'étais mourante, mais parce que j'avais arrêté de prétendre que j'avais du temps illimité. Ça a tout changé dans ma façon de passer mes journées. Les choses que je repoussais à plus tard, soit je les faisais maintenant, soit j'admettais que je n'allais pas les faire du tout. Le quilt que je planifiais de faire depuis 10 ans, je l'ai commencé, fini en 3 mois. Le voyage pour voir mon frère Thomas, j'ai arrêté de dire l'année prochaine et j'ai acheté le billet. Les excuses que je comptais faire à Léa, je l'ai appelée, je l'ai dit. Je n'ai pas attendu le moment parfait qui n'allait jamais arriver. Mais ce n'était pas seulement une question de faire des choses, c'était aussi une question d'arrêter des choses. J'ai arrêté de prétendre que j'allais apprendre l'anglais. J'ai donné les livres que je gardais pour quand j'aurais le temps. J'ai arrêté de dire oui à des choses que je ne voulais pas faire juste parce qu'il n'y aurait peut-être pas d'autre chance. J'ai commencé à dire non aux choses qui ne comptaient pas pour avoir de l'énergie pour celles qui comptaient. Léa a remarqué. Elle remarque toujours. Elle est passée un samedi sans prévenir. M'a trouvée dans le jardin, en train de planter des bulbes. « Maman, on est en octobre. Pourquoi tu plantes des bulbes maintenant? » « Pour qu'ils fleurissent au printemps. » Elle m'a regardé bizarrement. « Tu plantes d'habitude en septembre. »« Je sais, mais je veux les voir au printemps. Alors je les plante maintenant. » Elle n'a rien dit, mais quelque chose a changé sur son visage. Plus tard, à l'intérieur, autour d'un thé, elle a dit « Tu vas bien? Tu sembles différente. »« Je vais bien. Tu n'es pas malade? » ?»« Non. Pourquoi? Tu es juste en train de faire des choses, comme si tu étais pressée. » J'ai réfléchi. Je ne suis pas pressée. J'ai juste arrêté d'attendre. Elle n'a pas compris. Pas vraiment. Parce que quand on a 50 ans,
plus tard semble encore infini. On croit encore avoir le temps pour tout. À 83 ans, on sait mieux. On sait que chaque printemps pourrait être le dernier. Chaque Noël, chaque conversation, pas de façon morbide, juste factuellement. Et une fois qu'on sait ça, on arrête de perdre du temps sur des choses qui ne comptent pas. C'est la troisième chose. Le temps arrête d'être quelque chose qu'on a et commence à être quelque chose qu'on dépense. Chaque jour devient plus précieux. Pas parce qu'on a peur de mourir, mais parce qu'on comprend enfin que le temps est la seule chose qu'on a vraiment. Et on veut le dépenser bien. Cette conscience a changé ma façon de vivre, m'a rendue plus courageuse d'une certaine façon, moins disposée à me contenter de choses qui étaient juste bien, mais ça a aussi apporté autre chose, quelque chose de plus difficile, une solitude qui venait de savoir des choses que les autres ne savaient pas encore. J'ai essayé de l'expliquer à Sarah une fois. On était assises sur mon perron, regardant Emma jouer dans le jardin. « Tu penses parfois à la mort ?» ai-je demandé. Elle a eu l'air surprise. « Parfois. »« Pourquoi ?» ?»« J'y pense tous les jours. »« Tu es inquiète ?» ?»« Non. C'est juste là, comme le temps qu'il fait. Quelque chose qui arrive ?» Elle ne savait pas quoi dire à ça. Et c'est ça le truc quand on a 23 ans. On vit dans une relation différente avec le temps que tous ceux qui nous entourent. Ils planifient l'année prochaine. Toi, tu es reconnaissante pour le mois prochain. Ils construisent des avenirs. Toi, tu termines des choses. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu es réaliste. Et ça crée une sorte de distance, une solitude qui vient de voir le monde différemment des gens qu'on aime. Mais la quatrième chose était plus difficile que la solitude, parce qu'elle m'a fait questionner si j'étais encore moi-même. Ça a commencé par des petites choses, oublier des mots au milieu d'une phrase, entrer dans des pièces et ne plus savoir pourquoi. Tout le monde oublie des choses, je le savais, mais ça semblait différent, plus fréquent, plus troublant. Je parlais à Sarah et le mot que je voulais disparaissait, s'évanouissait de mon cerveau comme s'il n'avait jamais existé. Tu peux me passer le truc. Je faisais un geste vers la passoire. Je savais exactement ce que c'était, mais le mot avait disparu. La passoire ? Oui, merci. Ça arrivait de plus en plus, des mots que j'avais utilisés toute ma vie, soudainement inaccessibles. Pire encore étaient les noms. Je connais mon facteur depuis 15 ans. Je lui ai parlé des centaines de fois. Un jour, il m'a tendu un colis et je n'arrivais pas à me souvenir de son nom. Je connaissais son visage. Je savais qu'on était amicaux. Je n'arrivais pas à retrouver son nom pour rien au monde. « Merci beaucoup », ai-je dit, souriant, espérant qu'il ne remarquerait pas. Il n'a pas remarqué, mais moi si. J'ai commencé à faire des listes, des noms notés, des mots dont je pourrais avoir besoin, comme étudier pour un examen auquel je ne m'étais pas inscrite. Mais les listes n'aidaient pas toujours. Parce que parfois, debout au supermarché, je n'arrivais pas à me souvenir de ce pourquoi j'étais venue du tout. Ça va sembler ridicule, mais j'ai acheté des flocons d'avoine 3 jours de suite une fois. J'oubliais sans cesse que j'en avais déjà acheté. Je les voyais sur l'étagère, je pensais « Oh, j'en ai besoin » et j'achetais un autre paquet. J'ai fini avec 6 paquets de flocons d'avoine dans mon garde-manger avant de m'en apercevoir. Si ma mémoire était une personne, je l'aurais virée il y a des années. Mais ce n'était pas drôle quand ça comptait. Comme la fois où j'ai oublié que j'avais déjà pris mon médicament pour la tension et j'ai failli le reprendre. Je me suis arrêtée juste à temps. J'ai réalisé que si j'avais pris une double dose, ça aurait pu être dangereux. Après ça, j'ai acheté un de ces piluliers. Le genre avec les jours de la semaine, je le détestais. Ça ressemblait à admettre une défaite, mais je l'ai utilisé quand même, parce qu'oublier n'était plus mignon. C'était dangereux. Le pire n'était pas l'oubli lui-même, c'était la peur qui l'accompagnait. Chaque fois que je perdais un mot, je pensais « Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est la démence qui commence ?» Chaque fois que j'entrais dans une pièce et oubliais pourquoi, je me demandais « Jusqu'où ça va empirer ?» Je ne l'ai dit à personne, pas même à Léa, parce que le dire à voix haute le rendrait réel, ferait de moi quelqu'un qui a besoin d'être surveillé, qui a besoin d'aide, quelqu'un qui n'est plus capable,
Mais ensuite, quelque chose s'est passé qui a changé ma façon de voir les choses. Je prenais un café avec Jeanne. Elle était venue pour la journée et on était assises dans ma cuisine. Je lui racontais une histoire, quelque chose à propos de Richard. Je ne me souviens plus quoi, et j'ai perdu le fil à mi-chemin. Je me suis juste arrêtée. Je l'ai fixé. Je n'arrivais pas à me souvenir de ce que je disais. « Excuse-moi, j'ai perdu le fil de mes pensées. »« C'est bon. Tu parlais de Richard. »« Je sais. Mais je n'arrive pas à me souvenir de ce que je disais sur lui. » Jeanne était silencieuse un moment. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. « Tu sais ce que j'ai remarqué? Tu oublies les choses récentes. Mais tu te souviens des vieilles choses avec un détail incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mois dernier, tu m'as raconté une histoire de quand on était petite, de la fois où je suis tombée de l'arbre dans le jardin. Tu te souvenais de ce que je portais. Ce que maman a dit, des choses dont même moi je ne me souvenais pas. C'est différent. Vraiment, ton cerveau fonctionne encore. Il fonctionne juste différemment. J'ai beaucoup réfléchi à ça après son départ. À comment je pouvais décrire ma maison d'enfance dans les moindres détails, mais ne pas me souvenir de ce que j'avais pris au petit déjeuner. À comment je pouvais me rappeler des conversations d'il y a 40 ans, mais pas ce que quelqu'un m'avait dit hier. Mon cerveau n'était pas cassé. Il était juste réorganisé. Ça m'a rappelé quelque chose qu'Arthur avait dit une fois. On parlait de la mémoire. C'était en 1974, je crois. Et il a dit que nos cerveaux étaient comme des bibliothèques. Quand tu es jeune, tu classes encore les choses. Tout a une place. Mais quand tu es plus vieux, la bibliothèque est pleine. Alors ton cerveau commence à décider ce qui vaut la peine d'être gardé et ce qui ne l'est pas. Et s'il décide mal? Avais-je demandé. Alors tu oublies où tu as mis tes clés, mais tu te souviens de ce qui compte. À l'époque, je pensais qu'il était philosophe. Maintenant, je pense qu'il était juste précis. Mon cerveau avait décidé que ce qui s'était passé il y a 50 ans comptait plus que ce qui s'était passé ce matin. Que je sois d'accord avec cette décision ou non, c'était celle qui était prise. J'ai commencé à travailler avec au lieu de contre. J'ai écrit les choses dont je devais me souvenir. J'ai utilisé le calendrier de mon téléphone. J'ai mis des alarmes. J'ai arrêté de me culpabiliser pour les oublis. Arrêté de les traiter comme un échec moral. J'ai commencé à les traiter comme un fait, quelque chose à quoi s'adapter, pas à surmonter. David a appelé un soir. Pratique comme toujours. « Maman, tu as pensé à mettre en place des prélèvements automatiques pour tes factures? Pour que tu n'aies pas à te souvenir? Je me souviens de payer mes factures. Je sais. Je dis juste que ça pourrait être plus facile. » J'ai failli dire non, failli insister que j'allais bien. Mais ensuite j'ai pensé, qu'est-ce que j'essaie de prouver? Et à qui? C'est en fait une bonne idée, ai-je dit. Il avait l'air surpris. Vraiment? Vraiment? Tu peux m'aider à le mettre en place? C'était une petite chose, mais ça ressemblait à accepter quelque chose contre quoi je luttais, que mon cerveau ne fonctionne plus comme avant, que j'ai besoin de système maintenant, d'aide. Qu'avoir besoin d'aide ne veut pas dire que j'échoue. Ça veut juste dire que j'ai 83 ans. La quatrième chose, donc, concernait la mémoire. Le cerveau qui change d'une façon frustrante et effrayante. Apprendre à distinguer entre le vieillissement normal et quelque chose de plus sérieux. Trouver des façons de s'adapter au lieu de juste avoir peur. Mais il y avait une chose de plus, un changement de plus. Et c'était celui que je n'avais pas vu venir du tout. Celui qui m'a surprise. Libérée, qui a fait que 83 ans ressemblait moins à une fin et plus au début de quelque chose que j'avais attendu toute ma vie. La cinquième chose est arrivée au supermarché. J'étais dans la file d'attente, tenant un magazine que j'avais pris sur un coup de tête. Un de ces magazines People que je n'avais jamais acheté de ma vie. La caissière, une jeune femme, peut-être 25 ans, l'a regardé et a souri. Bon choix, celui-là est croustillant. Et j'ai failli le reposer. Failli dire « Oh, je regardais juste ». Parce que qu'est-ce que les gens penseraient? Une femme de 83 ans qui achète des magazines de ragots, mais ensuite je me suis arrêtée. Et j'ai pensé « Quels gens? Qui exactement est-ce que je m'inquiétais de contrarier?
Et plus important, pourquoi m'en souciais-je? J'ai acheté le magazine. Je l'ai ramené à la maison. Je l'ai lu de la première à la dernière page. C'était horrible, sans intérêt. Exactement ce dont j'avais besoin ce jour-là. Et personne ne s'en souciait. Personne n'a remarqué. Personne n'a jugé. Parce que personne ne regardait d'aussi près que j'avais toujours pensé. C'était le début, la fissure qui a laissé tout le reste passer. Parce qu'une fois que j'ai réalisé que je me fichais du magazine, j'ai commencé à réaliser que je me fichais d'autres choses aussi. Des choses pour lesquelles j'avais passé toute ma vie à m'inquiéter, à soigner, à maintenir. J'ai arrêté de porter des collants à l'église. J'ai juste arrêté. J'ai porté des chaussettes normales à la place, des chaussures confortables. Personne n'a rien dit. Personne ne s'en souciait. J'ai commencé à dire non quand les gens me demandaient de faire du bénévolat pour des choses que je ne voulais pas faire. J'avais l'habitude de dire oui et ensuite de m'en vouloir. Maintenant, je disais juste « non, merci ». Pas d'explication, pas d'excuse, juste non. J'ai dit à Léa que je ne voulais plus recevoir pour Noël. C'était énorme. J'avais reçu pour Noël pendant 30 ans. « Maman, tu es sûre ?»« Je suis sûre. C'est trop de travail. Et je n'en profite plus. On pourrait aider. Je ne veux pas d'aide. Je veux ne pas le faire. » Elle était silencieuse. Puis, d'accord, on va trouver autre chose. C'était tout. Pas de culpabilisation. Pas de dispute. Et je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le plus surprenant était combien peu de choses avaient changé. Mes enfants ne m'aimaient pas moins. Mes amis n'ont pas disparu. Sarah passait toujours. Emma venait toujours. La vie a continué exactement pareil. Sauf que j'étais plus heureuse, plus libre, parce que j'avais arrêté de jouer un rôle pour un public qui n'existait pas. Emma a remarqué en premier. Elle remarque toujours. On était sur le perron un après-midi et je portais un vieux sweatshirt. Un truc usé, taché de peinture d'un projet d'il y a des années. « J'aime bien ça », a-t-elle dit. « Ce vieux truc ?»« Oui, vous avez l'air confortable. »« Je suis confortable. » « Vous portez des vêtements confortables souvent maintenant. » Elle avait raison. J'avais arrêté de m'habiller pour les autres. J'avais commencé à m'habiller pour moi. Et ça se voyait. C'est la 5e chose, celle que je n'attendais pas. À 83 ans, j'ai arrêté de me soucier de ce que les gens pensaient. Pas de façon méchante, pas de façon égoïste. J'ai juste arrêté d'avoir besoin d'approbation pour mes choix. Arrêter de m'inquiéter de savoir si je faisais les choses bien. Arrêter de jouer le rôle de qui je pensais devoir être. Et j'ai commencé à juste être. C'était comme enlever un manteau que je portais depuis 60 ans. Un manteau dont je ne savais même pas qu'il était lourd jusqu'à ce que je le pose. Soudain, je pouvais bouger, respirer, choisir. Pour la première fois de ma vie, j'étais juste Marguerite, pas la femme de quelqu'un, pas la mère de quelqu'un. Pas l'employée ou la voisine ou la paroissienne de quelqu'un, juste moi, faisant ce que je voulais, vivant comme je voulais. Et c'était terrifiant pendant environ 5 minutes. Puis c'était la chose la plus libératrice que j'avais jamais vécue. J'ai pensé à toutes ces années que j'avais passées à m'inquiéter de ce que les gens pensaient, de savoir si j'étais assez bien, de savoir si je faisais bien les choses. Toute cette énergie gaspillée sur des juges invisibles qui ne regardaient jamais vraiment de toute façon. Sarah m'a interrogée là-dessus un jour. « Vous semblez différente ces derniers temps. » « Différente comment ? » ?»« Je ne sais pas. Comme si vous vous en fichiez autant. » »« C'est le cas. » »« De quoi ? » ?»« De la plupart des choses, honnêtement. D'être poli quand je ne veux pas l'être. De garder les apparences. De tout ça. » Elle a ri. « Tant mieux pour vous. » Tu ne penses pas que je deviens difficile. Je pense que vous devenez honnête. Honnête. Quel mot. J'avais passé toute ma vie à être gentille, accommodante, appropriée. Et j'avais confondu ça avec être bonne. Mais gentil et bon ne sont pas la même chose. Gentil est une performance. Bon est vrai. Et à 83 ans, je devenais enfin vraie. Ça ne m'a pas rendue méchante. Ne m'a pas rendue égoïste. Si quoi que ce soit, ça m'a rendue plus gentille, parce que je ne portais plus de ressentiment. Je ne disais plus oui quand je voulais dire non.
Quand je me montrais pour quelque chose, c'était parce que je voulais y être. Et les gens pouvaient sentir la différence. J'ai 83 ans. Mon corps se réveille à 5h30 que ça me plaise ou non. Mes amitiés se sont réduites aux personnes qui comptent vraiment. Le temps semble précieux d'une façon qu'il n'avait jamais faite avant. Ma mémoire me trahit quotidiennement. Et je n'ai jamais été plus libre. Ces 5 choses, le changement d'énergie, les changements sociaux, la conscience du temps, les difficultés de mémoire, la liberté inattendue, ce ne sont pas des problèmes à résoudre. C'est juste ce qui arrive. Et une fois que j'ai arrêté de lutter contre, une fois que j'ai accepté que c'est à ça que ressemblent 83 ans, tout est devenu plus facile. Pas parfait, pas sans douleur, mais plus facile d'une façon qui compte. J'oublie toujours des mots. Je me couche toujours à 9h. J'ai toujours moins d'amis qu'avant. Mais je vis aussi plus honnêtement que jamais. Plus intentionnellement. Plus comme moi-même. Et ça ressemble exactement à ce à quoi ces années sont destinées. Pas maintenir qui j'étais, mais devenir qui je suis vraiment. Ce matin, je me suis réveillée à 5h30. J'ai fait du café. Je me suis assise sur mon perron dans mon sweatshirt taché de peinture. J'ai regardé le soleil se lever. Je ne me suis pas inquiétée de mon apparence ou de ce que quelqu'un pensait. Je me suis juste assise, reconnaissante pour un autre matin. Un autre jour d'être exactement qui je suis. C'est ce que 23 ans m'a donné. Pas moins de vie, juste une version plus claire, plus vraie. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. Si vous voulez rester avec moi à nouveau, je serai là. Toujours en train de me réveiller trop tôt. Toujours en train d'oublier des choses. Toujours en train d'apprendre ce que ça veut dire d'être enfin libre.